Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Nous sommes en direct sur Paris sur les respirations durables. C'est le dernier jour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi nos aventures et nos différents lives. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Aurélie, Justine et Jérôme. Je vous en prie, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi en fait je suis Aurélie, donc je représente la société Terre de Découverte et notamment la marque Voyage Sauvage. Justine. Et moi c'est Justine, je suis stagiaire chez Terre de Découverte et je suis ravie de travailler aux côtés d'Aurélie pour promouvoir Voyage Sauvage. Et moi je suis Jérôme, donc je suis de Voyage Sauvage également. Voilà. Notre représentant en Thaïlande. En Thaïlande, pardon. J'ai oublié de parler de la Thaïlande. Effectivement, c'est quand même important. Pardon. Donc, nous allons vous expliquer un peu pourquoi nous avons créé Voyage Sauvage et quel est l'enjeu derrière tout ça. Donc, je vais laisser Aurélie présenter Voyage Sauvage. Voyage Sauvage, en fait, donc c'est une marque, donc je disais, une marque de production de voyages écotouristique animalier. C'est né à peu près il y a presque un an. Donc pendant la Covid, moi c'est vrai que ça fait 10 ans que j'ai une agence de voyage plutôt classique. Donc à Roquebaron dans le Var, hein, quand même, on va dire où on est. On est dans le magnifique département du Var. Quand il y a 10 ans, en fait, j'avais déjà l'idée de créer en fait des produits spécifiques portés sur l'animalier. Mais je crois que le monde n'était pas prêt. J'ai commencé à lancer quelques produits et ça n'a pas suivi. Et puis voilà, j'ai eu des demandes plutôt classiques et donc au fur et à mesure du temps, du coup, j'ai vendu des voyages plutôt classiques pendant 10 ans, tout en mettant vraiment ma patte avec des produits que j'avais envie de vendre, en sensibilisant les clients, etc. pour des produits que je ne voulais pas vendre. Et puis donc l'année dernière, avec la Covid, j'ai enfin eu le temps de me dire que voilà, j'avais vraiment envie et j'avais vraiment cette fois encore plus l'expertise justement sur le tourisme, l'écotourisme animalier pour lancer ma propre marque Voyage Sauvage. Donc voilà comment c'est né et donc j'ai regardé pas mal de reportages animaliers notamment encore plus pendant cette période et puis j'ai eu un déclic en fait en regardant Planète Safari avec Perrine Cross-Marie. Et en fait, je me suis dit, mais c'est exactement de cette manière-là que j'ai envie de faire découvrir le monde. Et j'ai vraiment envie, surtout qu'il y ait une portée de protection derrière que la notion de voyage, en fait. J'avais vraiment envie qu'il y ait un sens derrière les séjours qu'on proposait et que ça serve vraiment à protéger les animaux et voilà, enlever toutes les dérives possibles, inimaginables. Donc voilà un petit peu, voilà comment est né Voyage Sauvage finalement. Voilà. Donc le bien-être animal est quand même au cœur des problématiques actuelles. C'est vrai que beaucoup de domaines ont commencé à traiter de ce sujet-là et on s'est dit aussi pourquoi pas dans le tourisme. Donc notre but est aussi de protéger les animaux sauvages comme ceux qui se trouvent en sanctuaire ou refuge. Donc, je vais vous laisser regarder la petite vidéo de Voyage Sauvage, une petite vidéo de présentation qui vous donnera sûrement l'envie de voyager.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller voir ces animaux sauvages. Donc, il y a certaines règles à respecter pour aller voir ces animaux et ainsi respecter leur tranquillité, leur bien-être et leur intimité pour surtout ne pas les déranger. Donc voilà, avec nous, nous respectons tout ça. Et on fait bien attention justement, et donc c'est pour ça qu'on vend en fait soit en immersion en milieu naturel, soit donc auprès de refuges et sanctuaires, et je précise bien de vrais refuges et sanctuaires. Et c'est pour ça qu'on a des représentants locaux sur place justement qui font très attention, encore une fois, et voilà, qui sont nos garants justement de la bonne éthique, qu'on fait bien des voyages éco-responsables. Voilà, et que ça se passe bien. Donc, nous allons partir maintenant en Thaïlande avec Jérôme. Alors nous, vraiment, on est au cœur de la Thaïlande. On est vraiment aussi très sensibilisé, donc forcément à tout ce qui touche aux animaux, au niveau des éléphants surtout. Il y a un gros problème en Thaïlande avec les tortures d'éléphants. On appelle ça des tortures, hein, c'est-à-dire que les touristes ne sont pas au courant de ce qui se passe derrière, et il y a quand même des choses assez horribles quand on creuse un petit peu. Donc nous, on essaie de faire très attention où est-ce qu'on envoie nos voyageurs, uniquement dans des sanctuaires ou dans des lieux qui soignent et qui vont récupérer souvent les éléphants qui ont été martyrisés. On peut les soigner, on évite de les approcher, mais il y a quand même certains sanctuaires qui sont très bien faits avec des vétérinaires, avec beaucoup de personnel pour s'occuper de ces éléphants, pour qu'ils puissent avoir une vie ne serait-ce sauvage, mais en tout cas assez bien plus chouette que ce qu'ils avaient avant avec les touristes sur leur dos. Voilà. De l'autre côté, c'est vrai qu'au niveau des animaux, on fait très attention à envoyer nos voyageurs que dans des endroits vraiment qu'on va vérifier. On va vraiment vérifier régulièrement. On fait très attention à ça. On a également des endroits où on peut voir des varans, par exemple, sur la partie de Bangkok, où on envoie un petit peu nos voyageurs aller voir ces espèces de crocodiles géants. C'est vraiment sympa à voir, et on a beaucoup de plaisir à voir les animaux dans leur milieu naturel. On a beaucoup de singes aussi, donc on a des pistes aussi qui sont on a des tours qui sont vraiment de randonnée, en fin de compte, où on peut admirer les singes, on peut les voir dans les arbres, on peut aller se balader. Donc c'est aussi ça la Thaïlande, c'est aussi vraiment un vrai univers animalier fort intéressant. Voilà. C'est ça, en fait, avec Jérôme, on essaye vraiment de créer nous on appelle ça des modules, c'est-à-dire en fait, c'est aussi le concept de voyage sauvage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des circuits tout faits, c'est pas des programmes tout faits. En fait, c'est des modules, c'est-à-dire qu'en fait, on a préparé des programmes par région. En général, c'est souvent sur une base d'à peu près 3 nuits, et le client en fait ajoute donc ces modules selon sa guise, selon son budget, selon le temps en fait qu'il lui a imparti. Donc ça permet encore une fois une vraie liberté de la part du client. Pour le client en tout cas, on lui a vraiment une vraie liberté là-dessus, avec des circuits bien sûr privatifs. Et donc, en effet, c'est vrai qu'on visite les villes, que ce soit Bangkok ou ailleurs, totalement différemment. Nos programmes sont vraiment exclusifs. C'est vrai que on essaie vraiment de faire voyager le client autrement. Voilà, tout est sur mesure, et également on a la partie animale et on a la partie justement éco-responsable, où on fait très attention aux hébergements également. Donc ça, c'est aussi un point d'honneur qu'on a à vraiment vérifier nos hébergements, en essayant soit d'aller dans des farm stay ou dans des éco-lodges, mais vraiment où on fait très attention à la façon dont ils utilisent, que ce soit les produits chimiques, leur eau, comment voilà, il y a beaucoup de critères sur lesquels on se base pour étudier chaque hôtel à chaque fois avant de signer un contrat avec eux. Voilà. Jérôme a raison, en fait, ça fait partie en effet de nos critères chez Voyage Sauvage. Outre les activités auxquelles vous avez vu, on fait très attention par rapport aux prestataires avec lesquels on travaille.
donc notamment par rapport au sanctuaire d'éléphants. On fait attention en effet aux hébergements, on fait attention également sur des aspects tels que la gourde. On inclut dans chaque voyage une gourde qui est offerte sur place. Et donc qui va permettre justement le non-usage, puisque voilà, nous ne vendons pas, nous n'utilisons pas sur place de bouteilles en plastique. D'ailleurs, nous n'utilisons pas de plastique tout court. Et donc la gourde et le système de logistique, on s'appuie justement sur nos représentants sur place. Il y a plein de solutions, voilà. Et donc c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup d'expertise, mais on a réussi à trouver des solutions partout. Donc voilà, on est plutôt fiers là-dessus. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps de faire les choses bien, mais à la fin, on est d'autant plus heureux d'avoir fait ça. Et puis on offre également une crème solaire qui est non nocive pour les coraux pour tous les voyages balnéaires. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Juste pour revenir par rapport aux éléphants. Donc en fait, nous, on ne privilégie pas les spectacles, on refuse de vendre les spectacles parce que derrière, les éléphants en fait sont maltraités. Donc ça ne se voit pas forcément. Donc les maouts qui s'occupent des éléphants, maouts ou cornac, utilisent en fait un espèce de petit crochet ou plutôt grand crochet d'après l'image, et en fait ils vont frapper l'animal à plusieurs reprises au même endroit pour que celui-ci se soumette et obéissent tout le temps. Et de plus, ces animaux sont aussi attachés quand ils ne sont pas en service pour les activités. Tout à fait. Et puis tout à l'heure, Jérôme parlait de torture. En fait, tout commence avec une torture. Donc pour les éléphants qui sont en camp, en fait, tout commence avec une torture quand ils sont éléphantaux. En général, on tue la maman en milieu sauvage pour ne pas justement qu'elle se rebelle, puisqu'on va lui prendre, on va kidnapper l'éléphanto. Et donc on va le torturer pendant à peu près une semaine. Où donc c'est ce qu'on appelle le fajan. Et fajan, ça veut dire en fait briser l'âme. On brise l'âme de l'éléphant. Donc voilà, tout ça n'est pas gai du tout, mais malheureusement voilà, on le sait, et donc on sensibilise nos clients à ça, et donc on explique justement que pourquoi aujourd'hui on se dirige donc vraiment vers que des sanctuaires, exclusivement que des sanctuaires, et non plus du tout de camps d'éléphants. Non, peut-être Jérôme, tu pourrais parler, tu sais, des autour de Krabi, de ce qu'on peut faire aussi. Oui, alors on a des choses qui sont vraiment intéressantes, comme des tours sans plastique également. Donc on a cette gourde, mais on a également des tours qui sont entièrement sans plastique, qui sont sur mesure, mais qui sont aussi complètement privatifs, où on emmène vraiment les clients, que ce soit même pour le midi, pour le repas, tout est il n'y a pas d'assiette jetable en plastique, bien évidemment, il n'y a pas toutes ces choses-là. Soit c'est des cantines, soit c'est des assiettes, enfin tout est en fer en fin de compte, pour faire très attention à la façon dont travaille l'écotourisme. Même au niveau de nos bateaux, en fait, on a des bateaux qui emmènent les gens dans les îles, donc on fait très très attention. C'est des bateaux qui sont des bateaux traditionnels thaïlandais, où on met une petite dizaine de personnes très allongées. C'est des bateaux très allongés. On fait très attention justement à checker les moteurs, qu'il n'y ait pas de l'huile c'est des petits détails, mais qui font beaucoup en fin de compte. On fait attention à ce que ce soit le plus propre possible. Et sur ces îles, en effet, on va pouvoir voir notamment des varans. On a beaucoup de parcs protégés, Jérôme, autour de Krabi. Oui, il y a aussi des lagons magnifiques aussi. Oui, il y a des lagons qui sont magnifiques en plein centre de la forêt, où vous pouvez justement voir des singes et vous baigner dans un lagon qui s'appelle d'ailleurs le lagon de cristal à Krabi, qui est magnifique. On a aussi des petites îles complètement sauvages comme Koh Yai et Koh Yao Noi, qui sont des îles où vous pouvez voir même des éléphants sauvages. Donc, il faut faire très très attention parce que c'est des animaux sauvages. Donc, forcément, il y a des voitures de temps en temps qui peuvent passer ou des mobylettes, et ça peut arriver qu'il y ait des accidents. Mais sinon, c'est très 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 intéressant à visiter. C'est ça. Donc, vous voyez, une faune vraiment très, très riche, à la fois terrestre comme marine. Donc, il y en a pour tous les goûts, en fait. Voilà. La Thaïlande est pleine de richesses, et c'est vrai que vous avez vu, en fait, on sort vraiment des sentiers battus avec Jérôme.
Voilà, on n'est plus sur des circuits vraiment que vous allez retrouver en brochure avec 40 personnes, etc., ou voire même presque des fois 50. Là, ça n'a plus rien à voir et ça coûte pas forcément beaucoup plus cher parce que voilà, on fait appel à des personnes qui justement négocient au mieux aussi les tarifs et puis il y a moins d'intermédiaires aussi, donc voilà, on est des petites entreprises, donc c'est vrai qu'on coûte un petit peu moins cher aussi, tous, que ce soit Jérôme comme nous. Enfin voilà. Donc c'est vrai que voilà. En fait, le voyageur s'y retrouve, la faune marine, la faune terrestre aussi, et puis nous aussi. Voilà. C'est vraiment ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'écotourisme. On fait également très attention à ne pas sous-payer nos prestataires et les gens avec lesquels nous travaillons. Ça, c'est vraiment très important de le signaler puisqu'il y a souvent de grosses agences qui envoient. Alors, on veut toujours au moins cher. Mais en fin de compte, le moins cher dans la chaîne, il se retrouve où les gens, ils sont sous-payés. Nous, on n'est pas du tout pour ça. On préfère un voyage de qualité plutôt que de vendre à tour de bras, je dirais. Ouais, c'est exactement ça. C'est très important et d'intégrer aussi la population locale. On fait très attention on forme nos équipes, voilà, on les challenge puis on les sensibilise surtout toujours pareil au bien-être animal pour que tout le monde soit en phase, du guide au chauffeur, au responsable. Voilà, toutes nos équipes en fait de voyage sauvage sont vraiment aguerries sur la notion de bien-être animal en France comme à l'étranger. Oui, on a une petite question à propos de ces formations, justement. J'imagine qu'il existe plusieurs types de formations en fonction de la zone géographique, de l'animal, etc. Vous avez des spécialistes, en fait, selon les endroits? Alors, en fait, la seule spécialiste aujourd'hui qui existe, malheureusement, c'est moi. En fait, je suis la seule aujourd'hui qui forme au bien-être animal en milieu touristique, enfin, dans notre secteur, en tout cas, aujourd'hui. Donc c'est vrai que du coup, je forme les réceptifs sur place, comme les agences de voyage et comme les tours opérateurs en fait. Et au-delà de ça, avec Elsa, on est Lyonnaise Consulting. La partie consultation, hein, ça s'appelle Lyonnaise Consulting. Et en fait, on va même plus loin, au-delà du bien-être animal, on forme en RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et donc on inclut énormément du coup les notions d'environnement et notamment donc encore une fois le bien-être animal. D'accord, merci. Donc, on n'est pas obligé de partir loin pour pouvoir voir des animaux sauvages. Donc, on vous emmène maintenant dans les Pyrénées sur les traces des ours. Alors, je reviens justement moi de presque un mois justement dans les Pyrénées pour créer justement ces modules-là. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que là l'observation n'est pas du tout garantie, elle est même quasiment impossible. Mais par contre on va retrouver, alors, je vais peut-être pas spoiler, on va voir justement ce qu'on peut voir sur place et on va voir à quel point c'est magnifique aussi chez. Donc, comme vous pouvez voir sur cette image, les Pyrénées, c'est un très grand espace bien vert, donc on y retrouve énormément de faune sauvage. Mais aujourd'hui, on part sur les traces des ours. Donc, je vais vous montrer plusieurs petites vidéos. Il faudra vraiment bien regarder pour voir les petits animaux. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc, le but de tout ça, c'est de s'aventurer dans les forêts pyrénéennes. Donc, il y a beaucoup de marches à faire. Il faut être assez sportif, mais il y a des sentiers qui sont à peu près corrects pour tout le monde. Et donc, vous serez en petit groupe avec un guide pour partir sur les traces des ours. Il va vous expliquer un peu comment les ours fonctionnent, comment ils se déplacent, comment ils récoltent les données et les images. C'est en partenariat avec l'ADET, donc qui est une association de protection des ours. Et qui est à l'origine, enfin en tout cas les personnes qui ont créé l'ADET sont à l'origine de la réintroduction des ours fin des années 90, des ours qui venaient de Slovénie et qu'on a réintroduits dans les Pyrénées, puisqu'il n'en restait que 5 à ce moment-là malheureusement, à cause de plein de raisons, la perte de leur habitat naturel et puis surtout la chasse à l'ours, voilà, de moins en moins d'ours dans les Pyrénées, jusqu'à 5, et donc aujourd'hui ils sont à peu près 60 dans toutes les Pyrénées. En 2021 et on estime à peu près une augmentation de 10% chaque année.
Donc voilà, toutes ces données-là, plus bien d'autres, hein, bien entendu, vous sont en fait comptées donc par Adrien, que ça soit lors d'excursions en fait à la journée, soit également on a un séjour atypique, un séjour itinérant avec des ânes sur les traces des ours en fait, avec un expert également sur la piste des ours pendant plusieurs jours en bivouac. Donc on a soit en chambre d'hôte en version plutôt confort, soit une autre version voilà un peu plus roots d'itinérance. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les niveaux sportifs. Vraiment c'est pour tout le monde, même les familles. Voilà, je laisse Justine continuer. Donc, comme vous voyez sur la photo, en fait, on va récupérer les images de caméras posées à des endroits stratégiques où on sait où l'animal va passer. Donc, ça prend des jours de travail pour connaître vraiment les meilleurs spots. On appelle des pièges photographiques. Et donc, voilà, Adrien nous expliquait justement à ce moment-là comment ça fonctionnait. Il nous a donné plein de conseils au cas où si nous aussi on a envie de mettre des pièges photographiques, et c'est vrai que ça donne envie. C'est ça. Et donc là, je vais vous faire passer des petites vidéos, donc des images qui ont été récupérées. Donc, comme vous voyez ici, c'est un petit isard, enfin grand plutôt. Donc, toutes ces données en fait sont envoyées à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pour justement recueillir un maximum de données pour leur base scientifique et protéger encore une fois au mieux du coup la faune sauvage locale. Ici on a donc un renard roux. Donc voilà, qu'on découvre sur les images, voilà, magnifique, qui est aux mêmes couleurs que les feuilles d'automne. Et puis notre fameux ours. Donc là il y aura plusieurs vidéos des ours. Donc c'est quand même fou quand on fait ces excursions de se dire qu'on passe aux mêmes endroits que ces différents animaux, et notamment que les ours. C'est incroyable. C'est vraiment des moments vraiment magiques, et on apprend plein de choses avec Adrien sur leur mode de vie, sur leur comportement, sur toute leur vie finalement, et surtout ça va au-delà des préjugés. En fait, il y a plein de préjugés qu'on a, et en fait voilà, tout tombe en fait derrière. On apprend plein de choses. Donc c'est vraiment pour les adultes comme pour les enfants, hein, du coup. Donc comme vous voyez, les ours adorent se gratter contre les arbres. Donc ils ont mis des espèces de petits fils barbelés autour des arbres pour récupérer les poils des ours. Donc je vous dis tout de suite, ça ne leur fait pas mal. Ils ne sentent ils ne sentent rien concrètement. Au contraire, ça les gratte en fait de la même manière que les arbres, ils nous disaient. Parce qu'en fait, ils ont un pelage qui est tellement dense, vraiment très 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 épais. On l'a bien vu puisqu'on a pu récolter des poils, mais ça on le verra plus tard. Voilà. Donc là on voit un petit ourson avec sa maman. Donc les caméras filment également de nuit grâce aux caméras infrarouges. Donc c'est très très important puisque beaucoup d'animaux circulent la nuit. Vous voyez, hein, en fait, en effet, les vidéos sont prises de jour comme de nuit. L'ours peut se déplacer vraiment de jour comme de nuit. Il y a pas vraiment de règle. En général, c'est quand même un peu plus la nuit que le jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent les mamans ours évitent les moments où les mâles se déplacent. Si elles sentent que l'ours mâle va plutôt se déplacer la nuit, va plutôt partir de jour et vice versa, pour éviter aux oursons de rencontrer des gros mâles qui vont malheureusement essayer de les tuer pour se reproduire avec la femelle au plus vite. Donc voilà. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, on récupère les poils des ours pour les analyser. Donc c'est un protocole très très important et à surtout ne pas négliger, puisqu'il faut faire attention à ne pas contaminer les gants qu'on va mettre et les outils qu'on utilise pour récupérer les poils. Donc il faut être très minutieux en effet. Hein.
Donc là, vraiment, c'est une personne, c'est mon mari, hein, mais voilà, qui était dans le groupe, hein, voilà, c'est vrai, ils nous font vraiment participer, hein, c'est vraiment lui, du coup, qui va récolter le poil. Donc vous voyez, il fait très attention en enfilant le gant. Voilà. Surtout à toucher que l'extrémité et non pas la partie des doigts. Donc, c'est pour ça que ça fera un petit peu de temps. donc voilà, là on attend. Et on voit la pince à épiler toute en dessous qu'il a pris le soin de préchauffer en fait pour enlever tous les poils et donc l'ADN déjà existant. Donc, voilà, on va le voir. Donc, regardez, voilà, ça c'est pour enlever les poils précédents ou le moindre ADN en tout cas qui pourrait se situer sur la pince épilée, puisque je vous rappelle, ces données seront envoyées ensuite à l'OFB. Donc vous voyez le petit barbelé qui est accroché à l'arbre. Donc pour récupérer les poils qui sont accrochés ici. Poil. C'est assez. Faut avoir l'œil quand même. Hein. Alors souvent ils cèdent justement de la lumière du téléphone portable. Ah ouais, on le voit bien quand même, je trouve, hein, le poil. On l'a bien vu si vous avez bien regardé. Voilà, on le met dans l'enveloppe et puis on va fermer l'enveloppe. Et donc les données, elles partent après. À l'OFB et donc ensuite au laboratoire. Donc là, je vais vous montrer des petites photos où on peut voir les poils. Donc faut vraiment bien regarder parce que c'est assez petit quand même. Et on apprend plein de choses sur les poils, sur justement la différence entre un poil d'ours, un poil de chevreuil et un poil de cerf. C'est vraiment super intéressant. C'est vraiment c'est un stage presque d'initiation au métier de guide naturaliste, hein, concrètement ce qu'on fait. Donc c'est vraiment passionnant. Donc les enfants prendront un malin plaisir à suivre tout ça et ils en sortiront enrichis comme les adultes d'ailleurs. Donc c'est vraiment un moment qu'on peut partager en famille. Et puis ensuite on apprend justement aussi on apprend les problématiques, les menaces qui pèsent justement sur les ours. Ici, on a 2 ours qui font partie d'Aran Park, qui est en fait un parc refuge. En fait, ils sont en train de créer justement, de mettre en place. C'est pour ça que je les ai visités, puisque vous savez, les animaux en captivité en général, on ne les met pas trop en avant. C'est moins qu'on puisse dire, mais là, on est vraiment dans en fait un refuge d'ours qui est en train de se créer donc sur un parc des Pyrénées. Et donc voilà, on voit qu'ils sont pas malheureux. Donc, dans ce parc, il y a également d'autres animaux. Oui, et que des animaux endémiques aux Pyrénées. On ne va pas trouver des girafes, etc. Loin de là. On est vraiment sur des isards, des cerfs, voilà, des loups. Puisqu'on sait que les loups, ils sont dans leur milieu puisque ils traversent les Pyrénées. Ils sont actuellement dans les Pyrénées orientales. On sait qu'ils traversent les Pyrénées centrales, le milieu sur lequel on était là. Mais voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore de meute sur les Pyrénées centrales, mais on sait que ça va venir très rapidement puisque les loups sont vraiment en train de prendre possession de pas mal d'endroits en France comme en Espagne. Vous voyez, les enclos, ils sont très très grands, ils sont immenses, donc les animaux sont vraiment bien ici. On est en semi-naturel, hein, ici, en semi-liberté, pardon, ce qu'on appelle en semi-liberté. Oui, un petit bien. On peut aussi avoir des plaques avec les empreintes d'animaux. C'est plutôt intéressant. Par exemple, tout en bas au milieu, on voit l'empreinte de l'isard. Juste à droite, c'est le chevreuil, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est vraiment des endroits qui sensibilisent les gens et qui les enrichissent au niveau des connaissances. Il y a beaucoup d'explications sur la problématique des ours. Et puis on a également une partie refuge sur la partie vautours fauves. Tous les vautours fauves du parc en fait viennent parce qu'ils ont été blessés gravement. En fait, ils ne peuvent plus voler suite à des accidents avec des éoliennes. Malheureusement, l'écologie peut faire aussi des dégâts, voilà. Et donc les éoliennes, c'est vrai que c'est peut-être la fausse bonne idée puisque voilà, malheureusement il y a beaucoup d'oiseaux, on sait qui
qui se prennent voilà dans les pales et malheureusement les vautours fauves on en fait les frais. Donc là, si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses si vous en avez. Enfin, aux questions plutôt, si vous en avez. Donc, je vais faire défiler des beaux paysages des Pyrénées. Puis à la fin, on va vous faire écouter le bruit d'un animal pour savoir si vous trouvez. Donc, place aux questions. On vous écoute. Oui, alors tout à fait, merci beaucoup. On a une petite question. Une personne aimerait savoir quelle est la zone dans laquelle on trouve le plus d'animaux, d'espèces en danger, en fait. D'espèces en danger, il y en a tellement partout. Alors peut-être l'Asie quand même. L'Asie, malheureusement, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant avec Jérôme, la Thaïlande aujourd'hui. C'est vrai que c'est un continent quand même où il y a beaucoup de problématiques, notamment parce que c'est le continent où il y a le plus de population mondiale. Il faut savoir que 60% de la population du monde en fait vit en Asie. Donc c'est ce qui explique aussi ces problématiques-là, en fait, le peu d'espace naturel qu'il leur reste. Et donc, on peut citer, par exemple, des problématiques telles que les orang-outans. On en parle beaucoup, notamment aussi par rapport à l'agriculture. Et c'est des zones aussi où il y a beaucoup d'agriculture, l'Asie. Donc, plantation de soja, plantation, bien sûr, d'huile de palme. On a les orang-outans. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les gibbons aussi, quoi, les mêmes problématiques en Indonésie aussi. Puis, bien sûr, voilà, les éléphants aussi, pareil, qui manquent aussi de place et donc ça crée des conflits du coup entre l'homme et l'animal. D'accord, merci. On a un commentaire qui n'est pas vraiment une question, mais Emmanuel nous dit nouvelles éoliennes sans pales en fait maintenant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, bah c'est une très bonne idée du coup. Ça va faire plaisir aux vautours fauves. On va se renseigner du coup. Ça marche, oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, comme vous voyez, les animaux sont en totale liberté dans les plaines pyrénéennes, dans les montagnes. Oui, là, c'est vraiment des chevaux sauvages. Hein. Ils se baladent. Il y a aussi des éleveurs. Voilà. Ce sont toutes des photos prises dans les Pyrénées, du coup. Oui, tout à fait, dans les Pyrénées. Là, donc, il y a quelques semaines. Là, c'est des brebis. C'est une problématique. Ici, c'était pour vous montrer le nombre de brebis. C'est vraiment une question très délicate, la problématique de l'ours, mais comme du loup, puisque c'est la même problématique qu'on vit avec le loup dans le Mercantour notamment. C'est cette problématique par rapport aux éleveurs. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. En tout cas, c'est vrai que la problématique rapidement pour vous dresser la menace, c'est qu'en fait les ours comme les loups en effet attaquent les brebis de temps en temps et c'est vrai qu'il y a les cheptels en fait en France sont très 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 importants. Ici on le voit, c'est quelques centaines, enfin c'est plusieurs centaines, ça peut être même plusieurs milliers. Notamment dans les Pyrénées. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que dans les autres pays européens, notamment, les cheptels sont quand même beaucoup moins grands et du coup, ils arrivent et puis ils n'ont pas perdu les traditions, que ce soit en termes de patous, parce qu'ils cèdent bien sûr de chiens spécifiques, notamment des patous en fait pour protéger les troupeaux. Et c'est vrai qu'en Italie, comme en Espagne, c'est vrai qu'on a un peu moins, en tout cas, de problématiques de tuerie entre guillemets, enfin on appelle ça comme ça, enfin d'attaque, voilà c'est ça plutôt, d'attaque d'ours ou de loups en fait sur les brebis ou les moutons, voilà pour plein de raisons. Après voilà, et le problème c'est que c'est comme partout en fait, quand il y a un animal qui tue les brebis, derrière, et pourtant malgré les fortes subventions européennes, les personnes en fait, enfin les éleveurs en fait derrière sont nombreux, nombreux, non. Ils sont pas très nombreux, en tout cas pas dans les Pyrénées, mais en tout cas ceux qui veulent tuer l'ours parlent fort. Ils sont pas forcément plus nombreux, loin de là. Il y a beaucoup d'éleveurs qui veulent vraiment cohabiter avec l'ours ou le loup, mais c'est vrai que souvent les personnes qui sont contre parlent fort. Ils ont beaucoup d'appui des lobbies, donc c'est très problématique. Et c'est pour ça que nous on avait vraiment en fait envie de développer l'écotourisme en France aussi justement.
pour faire connaître ces problématiques, pour ramener de l'argent justement à la population locale et notamment aux éleveurs par le biais d'achats de fromage, de gîtes, etc. Pour pallier encore plus et puis voilà pour montrer que l'ours, comme le loup en fait, fait partie de notre territoire et qu'on doit apprendre à vivre avec. Super, merci. On n'a pas d'autres questions pour le moment, donc peut-être à la petite vidéo devinette avec le cri d'animal, notre public est prêt à répondre et à deviner. Alors, il faudra bien tendre l'oreille parce que on l'entend que 2 fois. Alors, au tout début et à la fin, je vous aide un petit peu pour qu'au moins vous puissiez l'entendre et je le repasserai une. Alors, je vous le remets. Alors, on l'entend vraiment au début et à la fin. Alors, est-ce que vous avez une idée? Super, merci. Alors, on a quelques devinettes qui sont assez différentes les unes des autres. Alors, on a plusieurs personnes qui pensent que c'est peut-être une marmotte, une petite marmotte, il est spécifié dans un des commentaires. Sinon, on nous parle d'un aigle ou d'un vautour. Alors, ni l'un ni l'autre. Essayez encore. Oui, je bien essayer. Est-ce qu'on est est-ce qu'on peut avoir des petits indices? Est-ce que c'est un oiseau? C'est un mammifère. Ok, merci. D'autres indices, peut-être? Alors peut-être, et il faut aussi le tout petit décalage avec le live, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu entre chaque indice pour que les gens aient le temps de répondre. Mais on n'est pas contre notre indice. Ah, on nous propose un castor aussi. Non. C'est un animal herbivore. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, on marchait et donc on l'a vu au loin. On pense que donc forcément il nous a sentis et donc j'essaye de faire attention à tout ce que je dis. Et ensuite ensuite on a continué à marcher et donc l'animal a prévenu les autres animaux de son espèce de notre arrivée. Alors on nous parle d'un isard peut-être. Alors c'est presque ça. Ça chauffe. Ok, très bien, on chauffe. Alors, on chauffe bouillant même. alors on a un nouveau commentaire. Est-ce que ce serait un chamois? Oui. Alors, c'est. Qu'est-ce qu'on dit, Justine? Non, c'est pas du tout un chamois. Mais en fait, en tout cas, ça chauffe aussi parce que c'est pas un chamois, mais ça chauffe. Par les mêmes lettres. Alors le bouquetin? Non plus. On en voit partout en France. Pardon, Justine. Ok. Tu avais donné un autre indice, Justine? Pardon, je suis pas sûre d'avoir entendu. On en voit partout en France. D'accord, merci. C'est pas très grand. Enfin, ça dépend pas. Alors, nos spectateurs tentent à nouveau un mouflon. Non plus. Non. Ça commençait par les mêmes lettres que chamois. C'est pour ça que je disais ça c'était bouillant, mais c'est. Alors, le chevreuil. Oui. C'est exactement ça. En fait, qui c'est qui a gagné? Alors, bravo à Marinelle qui nous regarde depuis l'île Maurice. Et Emmanuel qui a. Ouais, super. Donc, en fait, en effet, c'est le chevreuil. Le chevreuil aboie. Et voilà, il est très sensible parce on était quand même assez loin.
Mais bon, voilà, il nous a senti. Donc en fait, le chevreuil est vraiment comme, enfin réagit entre guillemets vraiment comme un chat, c'est-à-dire que vraiment il aboie déjà. Donc déjà ça, c'est un chevreuil, ça aboie. Et en effet, dès qu'il entend en fait le moindre bruit, la première chose qu'il va faire, c'est prévenir les autres. D'ailleurs, les marmottes le font aussi. On nous a parlé des marmottes, et les marmottes c'est la même chose aussi. Alors que d'autres animaux, d'autres cervidés, par exemple, les biches ou les cerfs, eux ne vont pas forcément prévenir et vont vite partir en fait, sans forcément alerter les autres. Donc, voilà, c'est propre au chevreuil. Génial, mais c'était très très sympa. Merci pour le petit jeu. Tout le monde s'est bien amusé. Avec plaisir. Avec plaisir. Peut-être on peut montrer, est-ce qu'on avait d'autres photos, peut-être des Pyrénées? Je sais pas si on peut montrer encore quelques petites choses. En plus, il fait chaud en ce moment et là-bas, c'était tellement vert et il faisait tellement frais, ça fait du bien. Comme ça, on vous envoie un petit peu de fraîcheur. Alors, je vais vous montrer une image d'une habitation. Voilà, avec un toit végétal. Vraiment très écolo. Donc ça c'est le genre de choses qu'on va proposer en effet. C'est en fait c'est une cabane qui se réserve, et donc voilà, nous on a eu la chance de passer une nuit là-bas, et donc on le propose également à nos clients. Il faut savoir que la cabane de la zone dans laquelle elle est, bon alors ça se mérite, hein, il y a 3 heures de marche très ascendante, mais c'est normal, c'est la montagne, et c'est une zone, une très très forte zone à ours. Et ici, on a eu la chance, je crois qu'on va le voir un peu plus tard d'ailleurs, d'avoir vu une martre. Ah non, c'est pas une... Voilà, on a vu une martre. Donc voilà, il y a énormément de petites cascades aussi dans les Pyrénées, donc très rafraîchissant si vous avez chaud. Et donc là, voilà, ce sont les montagnes pyrénéennes qui sont plutôt très très vastes, et c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et alors je précise que bien sûr une rencontre avec un ours brun ne présente quasiment vraiment aucun danger. En fait, genre, voilà, il n'y a pas eu trop de questions, donc voilà, du coup je vais anticiper. C'est vrai que en fait l'ours brun, voilà, est un animal vraiment très pacifiste, qui en général, voilà, fuit à 90%. On a des statistiques qui prouvent qu'à 90%, quand il voit l'homme, en fait, il fuit. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, du grizzly, qui lui est beaucoup plus dangereux sur la partie nord-américaine. Ça n'a vraiment rien à voir. Déjà, un ours brun, c'est beaucoup plus petit. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que voilà, souvent on a tendance un petit peu à confondre. Un ours brun, quand il est à 4 pattes, il est à peu près grand à méhanche, c'est-à-dire à peu près 1 mètre. Et donc si il se lève, il fait ma taille, donc il fait un peu moins d'1m70. Alors bien sûr, ça c'est pour le gabarit moyen. Après, on peut avoir des très très grands gabarits maximum à 2 mètres. Mais voilà, enfin vraiment, s'il se lève, donc vous voyez, on est très loin de ce qu'on s'imagine en général. Par contre, et donc il fait à peu près maxi 300 kilos, en moyenne 200-250. Alors qu'un grizzly, ça peut faire jusqu'à 600 kilos à peu près. Pareil pour l'ours polaire, 600-700 kilos maximum. Donc voilà, on voit bien que c'est le double, et même le tempérament n'est pas du tout le même. C'est vrai qu'un grizzly a un tempérament entre guillemets beaucoup plus agressif. Il faut faire vraiment très attention. Et notamment donc lors de, que ce soit dans nos formations, parce qu'on fait des formations également voyage animalier, où on apprend les règles, et donc on va pouvoir sensibiliser nos clients. Et de la même manière, par exemple, donc pour sensibiliser nos clients, quand on leur dit, on va leur dire comment réagir justement face à un ours brun. Et donc comment on réagit? Il faut pas crier, il faut pas courir. En fait, un ours, si vous courez, il court. Il fait comme un chien, comme la plupart des animaux. Si vous courez, il court. Donc, il faut pas courir. Et d'ailleurs, il court très vite. Donc, on évite. En fait, il faut rester très calme et partir tout doucement. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça.
Et là, ça se passe très bien. Alors c'est sûr que les quelques cas d'accident, en tout cas où on a l'impression qu'il va aller pour attaquer, même si en général après il revient sur ses pas, ça va être plutôt les mamans ours avec leur ourson, bien entendu, c'est le cas de tous les animaux. Une maman protège ses petits, et donc là c'est vrai que quand on a une maman, voilà, il faut être beaucoup plus vigilant. Mais après voilà, il y a pas eu d'accident, il y a pas de les accidents, ils sont plus sur les brebis. Si vous n'êtes pas une brebis, en général vous craignez rien. Donc voilà. Donc pas de danger de vendre l'ours brun des Pyrénées. Voilà. Ça marche. On a eu un petit commentaire qui nous dit c'est quand même facile à dire de ne pas courir, mais on va écouter vos conseils et essayer de les appliquer, même si voilà, je souhaite à personne de se faire attaquer par un ours. Tout à fait, on le souhaite à personne. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Justine pour votre présentation. Merci aussi donc à vos petites vidéos, vos petits films et à votre partenaire en Thaïlande. On a appris plein de choses, donc je suis ravie et je pense que notre audience l'est aussi. Donc merci beaucoup à vous deux. Juste si, est-ce qu'on a encore quelques petites minutes, Blandine, ou pas du tout? On a 2 petites minutes si vous vouliez rajouter quelque chose, ouais. Oui. Alors je voulais juste faire un petit laïus aussi sur le Maroc. On est en train de programmer justement aussi le Maroc autrement. Et donc c'est vrai que en fait on avait vraiment envie de protéger par exemple les singes et les serpents qu'on retrouve sur la plage Jaffna à Marrakech. On s'est posé la question de d'où ils venaient pour arriver là. Puisqu'il y a beaucoup malheureusement de dérives de la faune sauvage, du tourisme sur la faune sauvage, et donc nous on lutte justement contre ça. Et donc on s'est rendu compte que les singes venaient en majeure partie des forêts du Moyen et Haut Atlas. Et du coup, on est avec nos partenaires donc sur le Maroc. En fait, on développe donc de l'écotourisme sur des zones du coup sur lesquelles ça n'existe pas du tout, mais alors pas du tout. Donc on est en train de voir ça avec une ONG hollandaise qui gère voilà des réserves naturelles, et donc pour justement le fait de développer l'écotourisme là-bas, ça va leur permettre de ramener de l'argent pour payer des éco-rangers pour protéger les forêts, et donc pour ne plus qu'il y ait de kidnapping de singes magots, et que donc ensuite on les retrouve sur cette place. Donc voilà, c'est le genre d'exemple qu'on essaye de programmer, de faire. En fait, on essaye de faire différemment, c'est-à-dire plutôt que de se dire voilà, on a envie de vendre cette destination parce que voilà, il y a beaucoup d'animaux, etc. Nous, on essaye aussi de se dire là, il y a une problématique au niveau des animaux, il y a une menace, donc du coup, on va développer de l'écotourisme pour qu'il y ait le moins de menaces possible dessus. Voilà, c'était une petite parenthèse. Super, merci beaucoup Aurélie. Merci encore à vous deux et très belle fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir.